Le lac du Salagou se situe à une cinquantaine de kilomètres au nord de Montpellier, entre les communes de Clermont-Lérault et Lodève. C'est une retenue d'eau artificielle qui a été construite par le Conseil général de l'Hérault à la fin des années 60. En effet, à la fin des années 60, avec la crise du phylloxéra, les pouvoirs publics ont souhaité reconvertir la viticulture en verger. Mais pour cela, il fallait des stocks d'eau. Il s'agit donc d'une réserve d'eau artificielle. Il a donc fallu construire un barrage. Les travaux ont commencé en 1964 et se sont terminés en 1969. On avait prévu plusieurs mois pour que la cuvette se remplisse et il a fallu un seul gros orage pour que la moitié de cette cuvette soit pleine. Le barrage est construit en bloc de basalte et est recouvert de béton bitumineux. Il mesure 200 mètres de largeur à la base et en fait 62 de haut. Il devait être mis hors d'eau tous les 10 ans, mais la pression des professionnels du tourisme et des politiques a réussi à éloigner la vidange du lac. Le barrage retient 102 millions de mètres cubes d'eau. Le lac a une surface de 700 hectares. Nous débuterons notre visite par la rive sud du lac, au pied de la colline de Lieuson, et jusqu'au ruisseau du Salagou. Et pour commencer, le début du parcours se fera en VTT. De nombreuses pistes font le tour du lac. Là c'est noir pour les plus difficiles, d'autres sont plus familiales. On y découvre rapidement la ruffe, cette roche, rouge et friable. Le sol est très accidenté. On peut régulièrement longer l'eau, à d'autres instants on passe à proximité de vignes, ou encore dans des petites surfaces boisées. Après plus d'une heure de piste, nous arrivons à un petit ruisseau. C'est le Salagou. Un mince filet d'eau y coule en été, mais il peut devenir un véritable torrent, en cas de pluie abondante. Profitons de ce paysage atypique pour essayer de comprendre comment tout cela s'est formé. On remarque aisément dans le paysage des vestiges d'un passé volcanique. Vers 2,5 millions d'années, à la fin du Tertiaire, puis au début du Quaternaire, une intense activité volcanique reprend. Un chapelet de feu s'étend du sud du Massif central, vers la Méditerranée. Ainsi, se sont formés de vastes plateaux de lave solidifiés. On retrouve aujourd'hui des vestiges de ces laves au sommet des collines environnantes. Au-dessous de ces roches volcaniques, on distingue la ruffe, mise à nu par l'érosion. Ces roches sédimentaires sont datées du Permien, moins de 180 millions d'années. C'est le résultat d'un dépôt en milieu aquatique. Il n'est pas rare d'y découvrir des empreintes d'assèchement, de vagues ou même de grands sauriens. Mais la ruffe est extrêmement friable, et donc soumise à une intense érosion. Les ravinements des gros orages creusent des ravines, qui peuvent même former de véritables canyons. Pour limiter cette érosion, diverses techniques sont utilisées pour freiner l'eau. Des banquettes de reboisement permettent aussi de fixer le sol. Il est temps maintenant de reprendre notre parcours en VTT pour rejoindre notre prochaine étape.
sur l'autre rive, le village de Selles, que nous allons rallier. À partir de là, la suite se déroulera en canoë. Au milieu, nous accostons sur un petit îlot arboré. Enfin, nous arrivons au village fantôme de Selles. À l'époque, il était prévu de réaliser le plan d'eau en 2 étapes, d'abord à la cote 139, puis ultérieurement à la cote 150. Selles, qui était à 144 mètres d'altitude, aurait donc dû être submergée. D'où son maintien à l'état de ruine pendant longtemps. L'ensemble des habitations avait été acquis à l'époque par le département de l'Hérault, qui, malheureusement, aujourd'hui, pour des questions de sécurité, a décidé de grillager une partie du site. En 1985, le hameau de Selles sert de cadre pour le tournage du film « Zone rouge » de Robert Enrico, avec Sabine Azema et Richard Anconina. C'est de ce tournage que datent les faits incendies, visibles sur les murs des maisons du village. La dernière étape de ce parcours se fera à pied, à partir du lieu-dit d'Évaillé, au nord du lac. Nous longerons les rives, en direction de l'est, au pied de la colline de l'Auvergne. La présence de capitelles, sortes de cabanes en pierre sèche et empilées, témoigne du passé rural et agricole de l'ancienne vallée. Perdu dans la garrigue, on peut débusquer quelques œuvres sculptées, laissées par des artistes anonymes. La flore méditerranéenne est assez variée. Elle se caractérise par divers dispositifs d'adaptation à la sécheresse. Alors que les arômes ou les euphorbes se protègent avec une forte toxicité. Pour limiter les pertes en eau, le chêne développe des feuilles épaisses. D'autres plantes réduisent leur feuillage à des épines. Le moyen le plus sûr de résister aux fortes chaleurs est encore de constituer ses propres stocks d'eau, comme pour les plantes succulentes. Enfin, les joncs ou les roseaux ont opté pour un moyen plus radical, vivre les pieds dans l'eau. La faune est quant à elle beaucoup plus discrète. Et il faudra souvent se contenter de quelques insectes. Mais même s'ils sont très rares, les rois de la ruffe sont les reptiles. Et le taulier, ici, c'est le lézard vert. L'écrevisse de Louisiane envahit progressivement le lac, et tend à remplacer l'espèce locale, pourtant dotée de qualités gustatives bien supérieures. Le plan d'eau est richement fourni en poissons, comme les cendres, les carpes ou les brochets. Il est possible de croiser dans l'eau une couleuvre vipérine. Même si cela est impressionnant, sa particularité est d'être le seul serpent en France à ne pas mordre. Les plus gros animaux sont comme bien souvent plus difficiles à observer, et il faudra se lever très tôt le matin pour avoir un petit espoir de les observer. Cette rive est vraiment très variée. Nous y découvrons des successions d'endroits fantastiques. Même si le lac est artificiel et de construction assez récente, les légendes se racontent déjà dans la région. Parmi elles, la légende du glas du village englouti raconte que par certaines eaux brumeuses, la cloche du village submergé retentit, était à l'annonce pour celui qui l'entend, la noyade d'un proche. On raconte aussi qu'un brochet de plusieurs mètres de long vivrait ici, qu'il serait à l'origine de bien des disparitions, et même qu'il s'en serait pris aux plongeurs venus contrôler le barrage. Enfin, depuis quelques années, des phénomènes étranges sont apparus dans le ciel. Des amateurs d'ovnis viennent régulièrement, ici, scruter les cieux. On notera juste qu'aucune chapelle n'a été engloutie par les eaux. La petite chapelle Notre-Dame des Clans surplombe le lac. Elle a été bâtie vers le XIVe et XVe siècle.
terminerons notre visite en découvrant les divers loisirs qui se pratiquent ici. Attention, les bateaux à moteur sont interdits sur le plan d'eau. Une dernière chose. Quoi que vous fassiez, lorsque les sirènes hurlent, sortez vite de l'eau.